Occidentaux vont-ils réagir à chaque fois que les Russes sont allés plus loin dans la brutalité? On voit que les Occidentaux, nous sommes des démocraties d'opinion aussi, réagissent. Regardez Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Les récentes promesses de livraison d'armements lourds sont importantes. Je m'attends à ce qu'il y en ait davantage dans un futur proche. Futur proche, c'est Rammstein, vendredi, très importante réunion convoquée par les Américains sur la base américaine en Allemagne. Alors, bien sûr, Stoltenberg s'avance un peu en disant ça, parce qu'en fait, il n'en sait rien, puisque c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. Chaque pays décide pour lui-même, savoir s'ils vont plus loin en termes d'armement. Mais les Ukrainiens comptent beaucoup là-dessus, parce que finalement, la grande force ukrainienne, c'est cet armement occidental, un armement qui est beaucoup plus performant finalement que l'armement russe en grande partie. Les Russes, eux, comptent sur la masse humaine, d'où la mobilisation, et sans doute la mobilisation beaucoup plus vaste qui aura lieu prochainement. Les chars Léopard en particulier, expliquez-nous, on commence à comprendre ce que représente cette puissante machine de guerre, 65 tonnes, ultra rapide. Hier, le général Trinquant, qui a piloté ce genre de char, qui a tiré plus exactement depuis ce genre de char, disait à quel point c'est presque comme piloter un avion. Une grande partie qui est en pilote automatique, etc. Qu'est-ce que ça changera en termes d'attaque ukrainienne? Si vous en avez 10, ça ne change rien. Si vous en avez 200, ça commence à changer. Je crois, d'après ce que je crois comprendre, les Ukrainiens, il leur reste encore beaucoup de chars, environ 1 millier de chars. Alors c'est du char ex-soviétique, au sens du char, donc les Russes possèdent les mêmes. Donc les chars occidentaux sont sans doute un peu plus modernes, sans doute un peu plus puissants, sans doute avec des équipements intérieurs, en particulier caméras thermiques, qui permettent de mieux voir. Après, le char, c'est un super engin, mais ça reste vulnérable. Et on l'a bien vu, le nombre de chars russes détruits, et en particulier détruits par les airs. C'est-à-dire que le char, il est blindé devant, sur le dessus, il est moins blindé, parce qu'on n'imagine pas une attaque venant du dessus. On imagine une attaque frontale. Ou sur les flancs. Derrière, c'est moins protégé que devant, évidemment. Décision allemande très attendue. Dans l'interview de M. Reznikov, dans quelques minutes, vous allez entendre à quel point il accuse les Allemands en termes extrêmement durs sur le thème. Madame Merkel responsable, les Allemands responsables, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils n'ont pensé qu'à leur intérêt avec le gaz allemand. Il va même encore plus loin en disant il y a beaucoup de hauts responsables allemands qui ont été intéressés davantage, à la limite de la corruption, par l'argent allemand, la masse d'argent russe. Pourquoi un tel ressentiment? C'est pas seulement en Ukraine, partout en Europe contre les Allemands dans cette affaire. Parce que l'industrie allemande fonctionnait grâce au gaz, fonctionnait grâce au gaz russe, et que pour les Allemands, c'est un changement de pied énorme en réalité. Or, l'Allemagne est forte grâce à son industrie, et le fait de ne plus avoir accès au gaz russe change complètement la donne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un mina par en dessous en disant bon, évidemment, on est avec les Ukrainiens, mais en même temps, je ne sais pas, évidemment, ce ne sont que des suppositions et des hypothèses. Mais les Allemands, même en donnant 12 chars Léopard ou en permettant aux Polonais de donner leurs chars Léopard, je ne suis pas certain que ça change réellement la donne en tant que telle. Si on ne donne pas 200 chars, et par ailleurs, on va avoir un vrai problème de maintenance. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont tel armement différencié que c'est très difficile, parce que ce qui compte, c'est la maintenance. On donne des chars AMX-10 RC, la France, mais derrière, il faut donner des mécaniciens. Il faut, c'est-à-dire, apprendre à des mécaniciens comment est-ce qu'on entretient ces chars, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Est-ce qu'il y a un moment de la guerre où les Russes reprennent pas tout l'avantage? On a compris, on va voir qu'à Soledar, c'est loin d'être aussi clair que ce qu'on pouvait le penser dans un premier temps, mais Vladimir Poutine, depuis quelques heures, a l'air de dire « ça se passe comme je le voulais ». Et il insiste là-dessus. Écoutez-le, vous réagirez. La dynamique est positive. Tout se déroule comme prévu par le ministère de la Défense et par l'état-major général. J'espère que nos soldats continueront de nous donner de bonnes nouvelles de leur travail. Je ne suis pas surpris de voir qu'aujourd'hui, lors des missions de l'opération spéciale visant à défendre notre population dans le Donbass, dans les régions de Kherson et de Zaporizhia, la République adopte une ligne responsable, à la fois en se montrant attentionnée vis-à-vis des soldats qui participent dans des opérations militaires et de leurs familles, en assumant les responsabilités qui incombent à une entité étatique. Général Gomard, évidemment, le contraste est très cruel avec ce qu'il vient de dire et ce qu'on a vu à Dnipro et ce qu'on a vu même dans le traitement de leurs propres hommes, propres notamment hommes de Wagner, qui sont sacrifiés comme de la chair à canon. Mais en termes de pur rapport de force, est-ce qu'il y a une part de vérité? C'est-à-dire, est-ce que la Russie reprend un peu du poil de la bête?
Ce que l'on peut voir, c'est que les Russes ont avancé, puisqu'ils détiennent quand même toujours 18% du territoire. Ils en ont perdu. À Kherson, ils ont reculé à peu près dans l'ordre. Et ils se sont établis sur une ligne de front qui est assez linéaire jusqu'à présent, à part du côté de Bakhmout et de Soledar. Ici, c'est ce que dira tout à l'heure le ministre de la Défense ukrainien, à Soledar, c'est toujours pas passé clairement dans un camp ou dans un autre. Alors je pense que c'est très difficile de dire, effectivement, je ne sais pas, la superficie de la ville de Soledar n'est pas énorme. Une toute petite ville. Mais en réalité, une partie de la ville est sans doute toujours tenue. En tous les cas, une partie de la ville, même si elle est tenue par les Russes, est toujours sous le feu de l'artillerie ukrainienne. Et donc à ce titre-là, en effet, elle n'est pas tenue au sens où elle est protégée des tirs adverses. Ce qui ne semble pas en effet être le cas. Donc effectivement, il y a toujours des combats aux lisières de Soledar, mais je pense que les Russes ont en effet pris la plus grande, majeure partie de la ville, même si ça se bat toujours aux lisières de la ville. Est-ce qu'on a sous-estimé Wagner ? Wagner, composé de criminels en tout genre. On va en voir dans quelques instants le portrait incroyable le plus grand serial killer de Russie. 80 crimes, qui dit « moi, je veux y aller, je vais aller me battre ». Alors évidemment, on se dit, a priori, ce sont de mauvais combattants, mais on voit qu'à Soledar notamment, ils ont quand même tenu le choc. Alors, oui. Alors Wagner, ils espéraient prendre Bakhmout, rappelons-nous. Ce sont pas vraiment des militaires, hein, ce sont des soudards. On le voit en Afrique, ce qu'ils ont fait en Centrafrique, ce qu'ils font en Centrafrique, ce qu'ils peuvent faire au Mali ou ailleurs. Maintenant, ce sont des gens qui commencent à être aguerris depuis 10 mois, qui ont sans doute des chefs qui savent manœuvrer, parmi eux sans doute d'anciens militaires russes. Ils ont de l'artillerie, ils ont des canons, ils ont de l'armement en grande quantité. Aguerris, c'est-à-dire que certains ont servi notamment en Afrique et sont ramenés maintenant en Ukraine ? Oui, sans doute. Et au bout de 10 mois de guerre, quand vous avez commencé la guerre, vous êtes toujours vivant au bout de 10 mois, on peut dire que vous êtes aguerris. Je pense qu'ils le sont, mais néanmoins, il n'a pas atteint les objectifs initiaux qui s'étaient fixés, puisqu'au départ, il voulait prendre Bakhmout. Et on se souvient qu'il témoigne en disant oui, il fallait prendre maison après maison. C'était extrêmement difficile, on n'était pas suffisamment aidés, donc avec une critique de l'armée russe. En fait, il y a une espèce de critique entre les deux, et Prigojine, lui, il joue un jeu politique dans cette affaire. Il a des hommes qui meurent pour lui, mais ça, je veux dire, c'est pas un sujet pour lui. Je ne sais pas combien Wagner représente d'hommes, mais à mon avis, c'est plusieurs dizaines de milliers, avec une vraie capacité. On est passé militaire. à plusieurs dizaines de milliers. On disait 5000. Personne ne sait, évidemment, il n'y a pas de statistiques, mais on disait 5000 au début de la guerre. Vous pensez S'il a vidé les prisons russes, il y a du monde. Il y a du monde maintenant. Vous avez dirigé un certain nombre d'opérations, certaines connues, d'autres secrètes en Afrique. Quand vous dirigiez le renseignement militaire français, à l'époque, et c'est toujours le cas, c'était beaucoup contre les djihadistes, contre les islamistes. Est-ce que Wagner devient un danger direct pour la France ? Je pense que Wagner est un danger pour l'Afrique. C'est-à-dire que les présidents africains qui font confiance à Wagner font une erreur majeure. Parce que Wagner, va se payer sur la bête, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a actuellement tout un tas de vidéos qui circulent sur l'anticolonialisme français, etc., accuser la France de nouveau colonialisme. Wagner est un colonialiste, c'est-à-dire qu'il va se servir effectivement sur la bête, il va dépecer la bête, donc il veut des mines, d'où sans doute les mines de sel de Soledar, et ensuite, effectivement, il fait son propre trafic, il fait sa propre revente, et c'est le cas en Afrique avec les mines d'or, des mines de diamants, etc. Toujours dans cette région de Soledar, regardez cette vidéo que nous avons reçue de drones. On en reçoit maintenant des dizaines par jour. C'est-à-dire, on voit combien les drones donnent de mener une guerre homme par homme. Quasi, on le disait hier, les yeux dans les yeux. On n'est pas loin de ça, où on repère la personne que l'on veut tuer, on la suit parfois d'une tranchée à l'autre, ou comme on va le voir ici, pour le rattraper un peu plus tard près d'une maison. Ça, c'est une évolution majeure. Ah, c'est une évolution majeure. D'autant que ce sont des drones très très légers et que tout le monde peut acheter. Contrairement aux drones, j'allais dire ce qu'on appelle les drones mâles, donc moyenne altitude, longue endurance, qui eux tournent effectivement des heures, pendant 24 heures au-dessus d'un endroit. Là aujourd'hui, tout le monde utilise un drone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une avancée sans drone. Et on le voit bien, l'artillerie utilise des drones, les combattants fantassins utilisent des drones, les tankistes dans leurs chars utilisent des drones pour savoir ce qu'il y a en face. Et avoir des yeux qui vous éclairent sur effectivement l'endroit où vous voulez aller, c'est bien. Et ça permet de mieux cibler, de cibler plus justement et d'utiliser moins de munitions puisque vous ciblez de manière juste et précise. Est-ce que ça indique aussi une guerre qui va durer ? Parce qu'il y a, et on va y revenir évidemment, le drame de Dnipro, mais il y a aussi cette action parfois maison par maison, tranchée par tranchée dans les deux camps. Pour moi, c'est une guerre qui va durer parce que il n'y a pas aujourd'hui de rapport de force différent. C'est-à-dire
Le vrai sujet, c'est que d'un côté, on a 44 millions d'habitants d'Ukrainiens et on a 144 Russes. Donc quand vous regardez la masse, le rapport est favorable aux Russes. Maintenant, l'armement ne fait pas tout, parce que l'armement, il faut qu'il soit servi par des hommes. Est-ce que les Ukrainiens sauront tenir suffisamment longtemps, en dépit des nombreuses pertes qui sont les leurs, face aux Russes qui ont aussi beaucoup de pertes, mais qui ont une capacité à remplacer les hommes? Et c'est là où, de mon point de vue, aujourd'hui, je ne vois pas d'issue immédiate à ce conflit.